Dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino, on a un chasseur de primes, une prisonnière, un ancien soldat et un shérif qui font halte dans une auberge afin d'échapper au blizzard qui s'abat sur eux. À l'intérieur, ils rencontrent un confédéré, un cow-boy, un Mexicain et un gentleman court sur pattes. Il ne faudra pas longtemps avant que ne s'installe une tension explosive. Comme dans Les 8 salopards, il n'est pas rare qu'une campagne démarre dans un contexte relationnel complexe. Alors voilà nos héros réunis on ne sait trop où pour faire on ne sait trop quoi. Souvent, aucun des personnages ne se connaît. Chacun a son individualité propre et le MJ, lui, il suit déjà à grosses gouttes. Il se demande comment il va faire pour les pousser à suivre la quête, à mettre de côté leurs différences, leurs croyances et leurs buts. Tout ça pour retrouver ce foutu anneau magique, pour fendre le dragon et sauver le monde. L'entente au sein du groupe, c'est crucial. Ça conditionne la réussite de la quête et le maintien d'une bonne ambiance. C'est vrai IRP comme HRP, parce qu'autour de la table, chacun est différent. Comme nos personnages, on a nos valeurs, nos désirs, notre personnalité. L'harmonie parfaite, ça ne dure jamais très longtemps. Une petite joute verbale de temps en temps, c'est bien sympa, mais attention aux interminables disputes qui menacent l'unité du groupe. Outre la personnalité des joueurs et des personnages, se pose aussi la question du rôle de chacun. C'est pas au moment de combattre le prince des ténèbres qu'il faudra se dire que, finalement, ce groupe composé d'un marchand, d'un scribe, d'un vagabond et d'un ratier, c'était peut-être pas une bonne idée. Vouloir faire plus original que le 5 carré, guerrier, clerc, voleur, magicien, c'est louable. Mais comment faire pour que ça tienne la route ? Du coup, c'est quoi un bon groupe ? Comment naviguer entre l'équipe optimisée et le gang de bras cassés ? On coopère ou on s'étripe ? On s'amuse ou on s'engueule ? Moi c'est Mathias, et pour moi le groupe idéal se résume en une phrase. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi c'est Grim, et mon groupe préféré c'est celui que j'ai laissé pour mort vaincu par le boss pendant que je pillais le trésor dans son dos. Moi c'est PL, et parmi mes groupes préférés, il y a Wolfpack, Anomaly, Infectious Grooves... Voilà. Bon. Alors, vous vous êtes encore fait moucher par ce salopard de barde ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, Échec Critique sur le groupe. On joue un personnage, mais avec qui ? Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que Mathias, tu peux nous faire le Shitipédia du jour ? Mais bien sûr, le Shitipédia du jour, la liste des termes et acronymes qu'on utilise à tort et à travers et que j'ai pas eu le temps d'écrire. Je remercie PL chaleureusement qu'il l'a écrit à ma place. Je suis sûr que ça va être limpide et qu'on va tous être très 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 contents. Ah, il l'a pas encore relu. Non, je le découvre en même temps que vous, parfaitement. Alors, PJ, le personnage joueur, c'est la représentation imaginaire de toi dans un monde de fiction. Il est toi en mieux, mais moins bien que toi si t'étais meilleur. Ok. Bon, Ok. oui, ça se tient. Non, mais c'est une forme de logique. Le groupe, c'est l'association de tous les toi en mieux, mais tu ne sais jamais si plus par plus ça fait plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Bon, Plus ou moins ça. c'est plus ou moins ça. Le MJ, le maître du jeu, le super calculateur qui gère à quel point les toi en mieux sont meilleurs que toi et qui détermine si oui ou non plus par plus ça fait plus ou si ça fait moins. Voilà. Ouais, ok. La métaphore filée de l'algèbre. Ouais, je commence à avoir mal à la tête. Oh, j'aime bien les maths. Le PNJ, le personnage non joueur, les multiples toi en mieux du MJ qui s'avèrent être vraiment moins bien que lui parce que là on est sûr à 100% que plus par plus ça fait moins. Alors celle-là je l'ai pas. Non, Et là, mais... oh là là, je vois ce qui arrive. Hop, accrochez-vous à vos slips. Oula, oui. Il y a 4 lignes là au moins. RP, IRP, HRP, roleplay, in-roleplay, hors roleplay. C'est la frontière entre fiction et réalité, entre l'absurdité de ce Shitipédia et un Robert. Pourquoi ? Toi c'est HRP, Pourquoi ? toi en mieux c'est IRP, et toi en mieux qui tente de tirer le meilleur du groupe pour que plus par plus fasse effectivement plus, c'est RP. Aïe aïe aïe. C'est... Waouh. Les nœuds dans la... Ouais. Tu peux expliquer ? Il m'a salopé mon boulot, c'est insupportable. Bon, la prochaine fois, tu l'écriras, Voilà. du coup. Tiens, il en reste une, et Mob, alors c'est pas une moto. C'est une bonne blague, mais Oui, effectivement, Mob c'est pas une moto. Enfin, dans le jeu de rôle, ce n'est pas une mode. Voilà. Un mob, c'est un monstre. Et tu veux vraiment que j'explique le reste ? Non, Non. on a que 45 minutes. Bon, Ça va être démerdez-vous trop long. avec ça. Hein. Ok. Allez, on enchaîne. Bon. Du coup, aujourd'hui, épisode sur le groupe. Donc, on va décortiquer un peu ça. D'abord en parlant du coursier elfique, puis du facteur humain. Attends. Ah, mais c'était une c'est blague. ça, la blague. Waouh. PL en forme. Ouais. Ça, c'est ma journée. Ah là, c'est le moment. Donc on va commencer avec le coursier elfique et donc tout ce que ça implique roleplay, ce groupe de gens. Exactement. Cette partie-là, c'est le sacro-saint moment fondateur de toute aventure, la rencontre des personnages.
au cours duquel les protagonistes vont être révélés par le narrateur/MJ. C'est à cet instant que la mise en place du concept de groupe s'opère. Par exemple, on va avoir Gontran, Becky, Romuald et Suzy qui sont mis en lumière pour faire comprendre à tout un chacun que ce sont eux qu'on va suivre durant les prochaines heures de lecture, de visionnage ou d'aventure dans une campagne JDR. Ouais, j'aime bien parce que c'est vraiment typiquement les prénoms exemples qu'on retrouve dans les bouquins de règles. C'est... Chut, dis pas mon secret. Ok. Le concept de groupe, il est conditionné par le choix de localité et de temporalité. Donc je vais expliquer un petit peu ça, c'est que le lieu, dans un premier temps, va influencer la rencontre et le rapport qu'auront les personnages entre eux. Donc si les joueurs se retrouvent dans un lieu calme, ça leur laissera le temps de dialoguer et de tisser des liens, se découvrir des affinités ou des sujets de discorde. Dans un autre cas, s'ils sont face à une situation critique dès leur première rencontre, leur égalité face à cette adversité, elle fera d'eux des alliés avant même d'envisager le moindre échange, sauf si c'est évident qu'ils sont pas dans le même camp. Genre, t'es en bleu, il est en rouge. Ouais, voilà. On se doute qu'il y a un truc qui va pas là. Ouais, et alors s'il y en a un qui est habillé en noir, on sait qu'il est méchant. Ouais, mais là c'est pas très sympa. Avec un capuchon, tu vois pas très bien son. Voilà, c'est ça. À partir Son du moment où il visage. cache son visage et il a des vêtements très sombres, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est un méchant. Ouais. Mais ça serait quand même pas très sympa de la part du MJ de commencer à faire s'affronter les PJ. Oui, dès ça le dépend début, du contexte. c'est un peu violent. Mais c'est vrai que la Pourquoi rencontre pas, dans pourquoi l'adversité, ça force la cohésion. Et... Ouais, c'est pas une bonne méthode pour lancer la session. Et sinon, on va avoir un autre cas qui est des rencontres en terre inconnue. Donc là, les barrières culturelles avec les locaux, elles vont se faire sentir, le langage, les mœurs et d'autres aspects. Du coup, la tendance, elle sera naturellement d'aller vers quelqu'un ou quelqu'une qui nous comprend et qu'on comprend, évidemment. Les choix du MJ par rapport à ce cadre-là, ils vont forcément pousser les joueurs dans un sens ou dans un autre. Ensuite, j'arrive au deuxième point qui est la temporalité de rencontre. Et elle va être hyper importante dans le sens où elle va conditionner la façon dont la narration avancera et dont le MJ va gérer le groupe. Donc imaginons une situation dans laquelle certains PJ se connaîtraient en amont. Le rapport qu'ils auront entre eux ne seront pas les mêmes que s'ils rencontrent de nouvelles personnes, des nouveaux arrivants. Mais c'est important de s'accorder sur le passé commun, s'il y a passé commun, si les PJ se connaissent en amont. Dans le cas contraire, l'interprétation elle sera très peu cohérente et ça va être bizarre. C'est souvent une fausse bonne idée en fait, parce que si c'est pas vraiment bien travaillé, c'est pas du tout crédible cette relation de personnages qui se connaissent, d'amis ou de frères, de sœurs, ce genre de choses. Ouais, Il faut vraiment avoir bien travaillé avec l'autre joueur ou l'autre joueuse, les détails de la relation, il faut les connaître quoi. C'est ça en fait, c'est un exercice qui est difficile et sinon ça se voit juste pas, c'est comme si les personnages se connaissaient pas finalement. Ouais, et puis t'as un petit goût de bizarrerie quand tu dis ouais on est frères jumeaux et c'est quoi le nom de ta mère ? Je ne sais pas. Voilà, et c'est pour ça que le seul exemple que j'ai vu de PJ qui se connaissaient en amont et qui fonctionnait vraiment très bien, c'était avec deux joueuses qui jouaient déjà ensemble depuis plusieurs années sur des forums et elles avaient développé en fait un duo de personnages qui fonctionnait très bien l'un avec l'autre et donc elles ont un peu importé ces personnages là dans un one shot que j'avais organisé et du coup elles s'en sortaient hyper bien et c'était assez génial de les voir interagir. Ouais, un bel exemple de l'influence HRP dans le RP et le complètement. passif HRP qui influe sur le RP. Positivement. Bon, on a aussi d'autres situations où il peut arriver que par la force des choses, nos fameux Gontran, Becky, Romuald et Suzy se retrouvent à un point de croisement du scénario et qu'à un instant T, ils soient face à chacune des autres protagonistes. Je trouve que c'est une situation assez difficile à mettre en place parce qu'elle est rarement bien amenée, elle est souvent très convenue en fait. En exemple, j'ai la série MP3 Donjon de Nalbuck, que beaucoup de personnes connaissent, j'espère. Sinon, mon exemple sert à rien. Mais du coup, les persos se retrouvent ici et ils forment le groupe sans raison valable. En tout cas, c'est pas expliqué au début de l'épisode. Quand tu commences une série et qu'on te dit « Ok, on est là, on part ensemble » et... pourquoi en fait ? Si tu te poses cette question dès le début, il y a une info qui manque et c'est un petit peu dommage. Il y a une autre série MP3 qui introduit très bien cette scène de rencontre qui s'appelle Les Reflets d'Acide. Et donc ils ont une scène de taverne, scène iconique de la taverne dans tous les mondes de fantasy. Ils le font de manière ironique, mais c'est très révélateur d'un mécanisme qui est systémique de ces univers-là. Donc à écouter parce que ça indique vraiment des choses très logiques, très concrètes. Voilà, en plus c'est gratuit sur internet, ça se trouve facilement. Reflet d'Acide et le donjon de Nullbuck. Les deux sont intéressants et dans le donjon de Nullbuck, à un moment je crois qu'ils justifient, ils disent que les personnages se sont rencontrés dans une taverne avant d'arriver devant le donjon
Pourtant, une fois devant le donjon, dans l'épisode 1, ils ont l'air de pas du tout se connaître. Parce que quand ils arrivent, ils font bah t'es qui toi ? Bah je suis le nain. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Hmm. Ou alors ils sont tous amnésiques, mais Oui. ça c'est... Il faut toujours que ce soit justifié quand même. Il faut que le MJ fournisse une raison valable que ces gens-là se suivent, partent ensemble. C'est ça. Voilà. Sinon, on se retrouve à un moment un peu dépité à se dire mais pourquoi mon personnage est avec ce groupe ? Ouais, c'est ça. Et là, c'est le genre de questions qui font mal parce que faut y répondre autrement. Ouais. C'est terminé. Bon, bah voilà, j'ai rien à faire là, salut. Après, on peut avoir aussi d'autres cas, des cas de rencontres progressives qui suivent alors une trame narrative voulue. Donc Gontran part du point A pour entreprendre son voyage et rencontrer au fil des lieux qu'il va traverser Becky, puis Romuald, et enfin au détour d'une ruelle ou d'un buisson, il va finir par enrôler Suzy dans son groupe de joyeux lurons. C'est un schéma assez classique, mais je trouve qu'il est assez efficace pour laisser le temps à tout le monde d'appréhender chaque personnage dans son entièreté. Ouais, du coup, faut bien gérer la temporalité de la session parce que bon, sinon t'as Becky ou Suzy qui va attendre pendant 2 heures que l'autre ait fait tout son trajet. C'est ça. Évidemment, MJ, ne faites pas languir vos personnages, enfin vos joueurs plutôt. Pas trop longtemps, Ouais, parce que pas sinon, trop faut choper le dernier RER et c'est la merde. Et Suzy, elle a parlé 10 minutes et c'est terminé. Et enfin, il y a ce que j'appellerais les rencontres camouflées, donc qui mettent un petit peu de piment dans la narration quand elles sont bien traitées. C'est un personnage qu'on présente comme étant un lambda, mais il se révèle être quelqu'un de plus important qu'on l'imagine. Donc voilà, t'as un mec en belle armure sur un cheval, il a l'air de bien se tenir, il a l'air d'être noble, mais sinon il y a aucune info qui dit qu'il est autre chose que ce qu'on voit. Et en fait, tu discutes un petit peu et au fil des sessions, tu te rends compte que je suis le prince de tel royaume. Ah, ok, bon voilà. Et je trouve que ça a toujours son petit effet quand tu te dis mais en fait, voilà, il avait ça. Et ça fait écho à l'importance du background aussi. Parce que justement, si tu l'as travaillé, tu peux amener ce côté un petit peu découverte. Je retire mon capuchon et je suis un mec important. Monsieur Ça, le c'est vachement prince. bien. Waouh. Donc ensuite, une fois cette période de rencontre terminée, on arrive dans le vif du sujet, qui est les interactions de groupe. À commencer par le premier contact, qui est souvent assez déterminant quant à l'appréhension de l'autre. On ne sait pas si ce sera un allié ou un dissident. En fonction de la description de son apparence, sa stature et d'autres éléments extérieurs, on aura un premier indice sur c'est qui l'autre andouille là-bas. Donc pour tirer tout ça au clair, on aura 2 armes qui sont les dialogues et les actions entreprises par les uns et les autres. Les dialogues, ils révèlent la personnalité des personnages, donc le vocabulaire employé, les intonations, le sens moral. Ça va être des indicateurs qui permettront de cerner qui sont nos compagnons et de tisser des liens avec eux. On pourra d'ailleurs déterminer quel genre de rapport on va entretenir avec eux. Amitié, dissidence, loyauté ou rivalité. Alors on a des exemples assez parlants, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, la loyauté de Sam Gamgee envers Frodon, la rivalité de Gimli envers Legolas. Voilà, ce sont des mises en place qui se font assez naturellement et c'est important de les souligner. En tout cas, ces dialogues vont permettre de créer des moments marquants parce que les mots, ils ont souvent plus d'impact que le marteau à 2 mains de Romuald. Ça dépend du jet. Du Oui. jet de marteau ? C'est un Oui, super du jet de sport marteau, apparemment. Il paraît, ouais. Je jette les dés pour jeter mon marteau. Voilà, c'est ça. Du coup, les dialogues, ils vont également forger la place de chacun au sein du groupe. Suis-je un leader mystérieux, tel Aragorn ? Un guerrier féroce et bourru, tel Gimli ? Ai-je l'éloquence d'une bûche, comme Legolas ? Alors à un moment c'était Aragorn qui prenait tarif, maintenant c'est Legolas. On tourne un peu. Parce que Ouais, sinon, un c'est peu pas tous. En fait on aime personne, on n'aime pas le Seigneur des Anneaux. On déteste ça. Bon, en tout cas, au-delà des dialogues, on va aussi avoir les actions dont je parlais tout à l'heure. Elles vont révéler, quant à elles, la consistance et la fiabilité d'un PJ. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve qu'elles sont le reflet d'une cohérence entre ce qui est pensé, dit et acté par un personnage. Et ça permet d'approfondir la compréhension qu'on a de ce dernier. Est-ce qu'on va croire le personnage mythomane de Gontran s'il nous offre 1000 PO une fois la quête terminée, alors que il est vêtu de haillons et que son haleine pourrait allumer un feu de camp ? C'est suspect. Et au contraire, est-ce qu'on va refuser d'aider la paladine de Suzy à sauver une ville assiégée par le chaos à l'autre bout du pays ? Bon, quand même, on est là pour vivre une aventure, non ? Ouais. Ouais. Mais j'avoue que les 1000 pièces d'or de récompense ça a l'air vachement plus sympa. Ouais, plus sympa que de sauver les villes Ouais. envahies par le chaos. Même si bon j'ai Choisir. pas l'impression qu'il possède 1000 pièces d'or en effet. Ou peut-être que justement il a tellement économisé qu'il s'est jamais racheté de vêtements et ouais. qu'il a arrêté de se laver les dents. Je suis prêt à prendre le risque. Bref, cette cohérence, elle doit se retrouver aussi bien d'un point de vue individuel qu'au sein du groupe. Chaque PJ il peut être moteur à un moment de l'aventure et c'est important de laisser de la place à chacun et chacune pour s'exprimer. Ce sentiment d'écoute et d'acceptation, il permet d'avoir un véritable esprit d'équipe qui est nécessaire selon moi au bon déroulé d'un scénario.
Bon, ça c'est une vision idéaliste RP, parce que forcément HRP il va se passer autre chose, mais Mathias tu en parleras tout à l'heure et On y reviendra. vous allez comprendre. À quel point ça peut déconner et vous êtes les responsables. Avant d'en arriver là, je vais passer sur mon dernier point qui est les décisions communes. Alors évidemment, quand il est question de décisions communes, chaque situation elle est différente parce que chacune d'elles est unique. Le lieu, l'individualité des PJ, la temporalité des événements, ça va influencer le decision making, car chaque élément va justifier telle ou telle prise de décision. Le scénario, il va beaucoup participer à ça. Bon, on en reparlera plus en profondeur dans le prochain épisode, mais je pense que c'est important de le préciser maintenant quand même. Les choix du MJ, ils vont indéniablement modifier l'équilibre du groupe, parce que malgré son caractère fédérateur, c'est un sadique et il va être à l'origine de beaucoup de discordes et de désaccords. Mais non. Et puis en fonction des écarts, on va dire, entre les personnages du groupe, des écarts d'intention et de quête personnelle, parfois il se peut que le scénario tende vers une quête perso plus qu'une autre, et si c'est trop, enfin on en parlera dans le scénario, mais si c'est trop, ça peut mettre en avant un joueur pendant peut-être trop longtemps, ou trop en avant justement, et ça crée un déséquilibre. C'est toujours une question de mesure, c'est ça, c'est que la quête perso qui concentre tous les efforts du groupe, au fond, si les autres membres du groupe que le PJ concerné n'ont pas plus d'intérêt que ça à y aller, à part on va t'aider parce que t'es sympa, c'est pas très bien fait au fond. Si ça dure une session, c'est pas très dérangeant, je pense, mais si ça s'étend, il faut que les intérêts convergent à un moment donné. Ouais, je suis d'accord. Et pour en revenir à la prise de décision, du coup, on va souvent se retrouver dans des situations d'instabilité qui seront entre guillemets naturellement résolues par la notion de leadership. On va pas se mentir, il y aura forcément des cas de PJ autoproclamés leaders ou désignés tacitement au vu des personnalités de chacun et chacune. À mon avis, le mieux, ça reste encore de créer des moments de dialogue RP pour tirer tout ça au clair et de prendre communément la décision de capi-chef ou pas capi-chef. Ouais, je pense que c'est plus intéressant parce que le truc tacite, c'est sympa, mais il y a des moments où ça peut être ambigu. Ouais, ça peut amener de la lourdeur. C'est bien de se mettre au clair. Après, c'est pas forcément des rôles figés non plus. Selon les scénarios, selon les groupes, les rôles, le leadership notamment, peut passer de main en main, pas forcément d'une façon calculée, mais en fonction de certains événements. Il y a un PJ qui sera plus à même de décider à tel ou tel moment parce qu'il est dans une situation qu'il connaît plus, il est dans un pays dont il est natif, j'en sais rien. À l'inverse, ce rôle-là peut tourner en fonction des acquis, de l'expérience des autres PJ. Et c'est plutôt une bonne chose Et d'ailleurs. c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Bon, en tout cas, dans ces cas, on sera confronté à des situations qui demandent une vraie intelligence décisionnelle. Parce que dans le premier cas, le choix d'un PJ va influencer tous les autres et ça pourra même modifier les rapports établis jusque-là entre les personnages. Dans l'autre cas, les prises de décision demanderont davantage de réflexion, ça va les rendre plus longues et parfois peut-être un peu laborieuses. Bon, je vais rappeler aussi quelque chose qu'on a dit dans l'épisode précédent, l'épisode 3 sur les PJ. Il ne faut pas oublier que les alignements individuels de chaque PJ entrent forcément en conflit avec la ligne de conduite du groupe à un moment ou à un autre. C'est pas une mauvaise chose, au contraire. C'est ce qui fait un groupe vivant de PJ et pas un amas d'entités visqueuses et fades qu'on appelle les mobs. Je conseillerais simplement d'apprendre à doser tout ça, afin qu'il y ait juste ce qu'il faut de dissidence pour que ce soit drôle, mais sans que ça ne sabote pour autant la campagne à venir. Donc comme disaient nos aînés des ressources forestières, faites l'amour et la guerre. C'est faux. Wow, on est vraiment dans la francisation à l'excès. Et donc pour ce groupe justement, donc là on a eu un peu tout ce qui se passe dans le RP finalement quand les gens sont en train de jouer. Donc voilà, c'était le fameux coursier elfique. Au-delà de ça, quand on est un groupe de personnages, on est un groupe de joueurs avant tout. Exactement. Le groupe, c'est avant tout un ensemble d'individus. Et ça, c'est le facteur humain. Donc je vais vous faire mon exposé sur la poste et les PTT. Ah, c'était ça le truc. Eh, on joue en groupe de facteurs. Exactement. Non, Super RP alternatif à ça, vous allez voir, c'est subversif à souhait. Je commencerai quand même par un petit préambule sur la façon dont se constituent les groupes de joueurs, de joueuses. Peu importe l'origine au fond, ça peut être, on peut tous être amis au départ, on peut tous être inconnus, notamment en convention, ne pas se connaître, etc. On peut avoir des différences de niveau importantes, des gens très expérimentés, à l'inverse des gens très néophytes. Ce qu'il apparaît, c'est une évidence, mais il faut quand même le dire, c'est qu'on est quand même tous là pour faire la même chose. On est tous là pour jouer au même jeu dans une situation qui se doit d'être la plus équitable, distrayante et bienveillante pour tout le monde.
hein. C'est très important. On n'amène pas les petits nouveaux, les petites nouvelles pour les bisuter comme des saligots. Hein. Sauf si on n'a pas d'amour propre, mais ça c'est... Ouais, ça c'est une autre histoire. Non, mais c'est important. Donc par là même, choisissez bien vos groupes aussi, et les individus avec qui vous jouez, parce que sinon ils vont vous foutre l'enfer et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Sauf dans un cas de convention, du coup. Ouais, bien sûr. Non, mais l'avantage c'est que tu te dis que tu les vois une fois et si jamais ils te demandent ton numéro, tu dis qu'on t'attend. Ah ouais, c'est ça. On m'attend là et on t'attend là-bas, là, très loin. Si, regarde, il y a quelqu'un qui t'appelle et tu pars en courant. Donc, comment le groupe s'incarne d'une façon HRP ? D'abord, en se réunissant, évidemment. Et quand on se rejoint autour de cette table de jeu et qu'on va créer nos persos, on va pas juste créer nos persos. Par là même, on crée le groupe. L'action de créer son perso avec les autres, en groupe de joueurs et de joueuses, ça revient à créer le groupe de PJ. C'est le groupe RP qui prend racine d'une façon HRP. On a plusieurs façons de procéder. Moi, je voudrais en décrire 2 qui me paraissent être les plus importantes, ou en tout cas les 2 qu'on a le plus pratiquées nous, qui sont le groupe optimisé et le groupe secret. Le groupe optimisé, en fait, c'est le cas où on est tous autour de cette table et on va choisir nos personnages en fonction d'un but précis et énoncé. On sait qu'on joue à un jeu où on va avoir une grosse phase d'enquête. Enfin, c'est un jeu réputé pour avoir des phases d'enquête, mais aussi des phases de baston. Donc, nous, le but du jeu, à ce moment-là, ça va être de créer un groupe le plus polyvalent, le plus complémentaire possible dans les classes, dans les rôles. C'est ça le groupe optimisé, c'est le moment où on se dit moi je vais jouer capitaine, donc il faudrait qu'il y ait un médic et il faudrait aussi qu'il y ait un porteur d'armes lourdes ou un spécialiste. En fait, on essaie d'agglomérer un groupe qui soit le plus complet possible. Ouais, après tout ça de toute façon ça vient directement de Donjons et Dragons. Je pense assez logiquement, puisque quand on va aller dans un donjon, logiquement on va se dire dans ce donjon il y aura des pièges, il y aura des gros monstres, on va être blessé et il y aura probablement des trucs magiques. Donc on a un guerrier pour taper les monstres, un voleur pour désamorcer les pièges, c'est ça. Un clerc pour soigner tout le monde et un magicien pour faire de la magie. Mais du coup, cette réflexion, elle est purement HRP. C'est pas du tout une logique RP. Ce qui est pas grave, c'est juste une direction et un choix conscient autour de la table. Par là même, on prend quand même un risque. C'est que à ce moment-là où on crée nos persos, toi tu fais, si on reprend l'exemple de D&D, toi tu fais le mage, moi je fais le paladin et toi le voleur. C'est qu'on est toujours tenté, en blaguant, de donner quelques détails sur la vie du personnage qu'on va incarner dans quelques minutes ou dans quelques heures, en disant moi il va lui manquer un bras parce que je sais pas, il se l'est déjà fait trancher bouffé par un dragon ou ce que tu veux. Et on va commencer à dire des trucs, à larguer des infos HRP, puisque de toute manière cette création on l'entreprend HRP tous ensemble sans rien déguiser. Donc après tout, pourquoi est-ce qu'on s'empêche de larguer des infos ? En général, il n'y a aucune raison. Et donc, il y a des choses qui fuitent comme ça. Ce qui fait que quand on commence à jouer, on projette nécessairement des choses. On a des connaissances HRP sur les persos des autres. Et donc, on a forcément des petits a priori qui sont nés de cette session de création. Ouais, et on pourrait éventuellement se réfréner sur une action à faire parce qu'on se dit, ok, lui, il pourra mieux la réussir. Donc, Par exemple. Ok. Exactement, ce genre de truc. Ou, je sais pas, s'il a donné par mégarde un détail de son background, je sais pas, il est traumatisé par les tapettes à souris. Ah, c'est très spécifique. Et peut-être que au lieu de feindre la surprise, puisque notre personnage n'en aura pas connaissance de cette info normalement en commençant à jouer, peut-être qu'on va instinctivement désamorcer pour lui la tapette à souris pour ne pas le traumatiser davantage. Ce qui est plutôt bienveillant. Ce qui est plutôt bienveillant. L'autre type de groupe, c'est le cas du groupe secret. Alors là, on ne se dit rien jusqu'au moment de la rencontre IRP telle que PL l'a décrite tout à l'heure, ce moment fondateur et beau où naissent les relations entre les personnages. Le but, là, ça va être de tout garder secret, même les classes, pour essayer de préserver la surprise et l'authenticité de la rencontre. Il faut que ce soit un moment RP, qui est très important de toute façon, c'est le point de départ de la campagne ou de la partie, c'est essentiel. Et si le MJ doit veiller à la réussir, les joueurs c'est pareil. Donc il faut se réserver toute la surprise de cette rencontre, dégager tous les a priori qu'on peut avoir et découvrir notre perso, découvrant par là même donc les persos qu'il a en face de lui, ceux avec qui il va cheminer. Là, on se laisse plus du tout influencer par des pensées HRP. Normalement, on est vraiment, j'insiste, c'est le moment de la découverte qu'on préserve. Nous, on joue beaucoup comme ça en général. Oui, on joue souvent comme ça, ou alors c'est vrai que ce qu'on fait parfois, moi que j'aime bien reprendre parce que ça facilite un peu la rencontre sur certains points. J'avoue que c'est un peu une facilité d'écriture, mais il y a aussi ce truc des liens qu'il y a dans les jeux Powered by the Apocalypse, ou hyper propulsés par l'Apocalypse. Mais dans ces jeux-là, il y a un système, il y a une des bases du système, c'est avant de commencer la partie, chaque personnage a un lien avec un autre personnage, et c'est des liens déterminés
déterminé généralement par la classe du perso, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien. Mm. Mais du coup, ça désamorce ce moment de rencontre. C'est ça. Bon, évidemment, à l'inverse du groupe optimisé, on voit arriver de très loin les problèmes que ça peut créer. Si vraiment on se dit pas les classes, on peut tout de suite se retrouver à avoir un groupe de gros nazes. Parce que chacun aura voulu faire un petit peu son intéressant en jouant un perso exotique, genre, je sais pas, chiffonnier, tiens. Genre chiffonnier. Et si on se retrouve avec 3 chiffonniers et un barde, bah on va avoir un problème. Ouais, Ah, on va avoir pouvoir quelques monter. difficultés. On va pouvoir monter un petit cirque. C'est ça. Là, il faut changer le scénar tout de suite. Non, mais c'est là où je veux en venir. C'est que dans tous les cas, c'est au MJ d'arbitrer. Si le MJ arbitre et pose les conditions, borne finalement cette création de groupe, on se retrouve à limiter les problèmes qui peuvent apparaître avec le groupe opti et à limiter les problèmes qui peuvent apparaître avec le groupe secret. Je pense qu'il faut pas être trop restrictif non plus Non. parce que après c'est les joueurs eux-mêmes qui vont te dire ok j'ai envie de m'amuser et Bien j'ai sûr. pas envie que tu me dises non tu prends pas ça. Enfin, Non, c'est non. pas très cool. Mais sans être hyper tyrannique, tu peux sensibiliser à attention, puisque vous vous révélez les classes au moment où vous créez votre groupe, évitez de lâcher des infos RP de votre background ou évitez de trop en dire. C'est juste voilà, apporter un peu de nuance, mais t'as raison, faut pas. Enfin, il y a des contextes où ça justifie d'interdire telle ou telle classe parce que je sais pas, ça se prêterait pas du tout. À partir du moment où on a commencé à dire on va faire un roleplay, enfin même si avant on assume le truc en disant on va faire un roleplay où il y aura quasi exclusivement de l'enquête, bah à partir du moment où tu commences à jouer un gladiateur ou un truc comme ça devient un peu déconnant quoi. Peut-être qu'on peut imaginer que voilà, mais t'as raison, il faut pas arbitrairement, PL, je suis d'accord, faut pas arbitrairement interdire sans que ce soit parfaitement justifié et en accord avec le projet de départ. Dans le groupe secret, le fait que le MJ arbitre, ça va permettre justement de dire attention, il y a trop de classes qui se ressemblent, on n'est pas obligé de donner le détail, toi tu me rends ton projet, ça serait bien que pour l'équilibre du groupe, tu fasses autre chose qu'un chiffonnier. Restons là-dessus. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est le moment de création, c'est un moment joyeux, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va rentrer dans les noirceurs, les profondeurs de l'âme humaine. Là où c'est vraiment pas beau. Parce que forcément c'est pas beau. Hein. Forcément, c'est pas beau. Et je veux parler de l'influence qu'ont les joueurs, les joueuses, en tant qu'individus, sur le groupe, et donc directement sur le jeu. Parce que si le but c'était simplement de créer des personnes MOBA qui forment un groupe et on roule sur sa line et voilà, ça serait facile. Mais non, pas du tout. Là, il va falloir vivre ensemble, il va falloir coexister, et c'est là que ça se gâte. Parce que les personnalités des joueurs, des joueuses ont un impact décisif sur la constitution du groupe. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, on va avoir tendance à se ruer sur le rôle dans lequel on est à l'aise naturellement, individuellement, dans la vraie vie. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que déjà, si on a le même groupe de joueurs, si on a un groupe de joueurs avec lequel on joue très régulièrement, on va verrouiller les rôles. Parce que, moi j'adore être le leader, alors tous mes persos sont les leaders, et puis même quand ils sont pas déclarés leaders, même si on s'est pas mis d'accord, je vais toujours agir, parler de telle manière que je parle le plus, je parle plus fort, j'ai peut-être de meilleurs arguments, peut-être pas, mais en tout cas, je suis écrasant par mon éloquence terrible et par le fait que je monopolise la parole. Ça, c'est une dérive. Je pense qu'on aurait tort de se priver des outils dont la nature nous a gâtés. Si on parle bien, on a raison de bien parler en jeu de rôle. C'est un outil d'impro, d'impro et d'immersion de RP. de RP. Voilà, c'est Ouais. un outil de RP. Très bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut monopoliser les rôles, toujours le même. Les rôles doivent pouvoir tourner. Avec Grimm, on s'est retrouvé dans ce genre d'exemple où on avait décidé en fait entre nous que pour varier un peu, chacun allait prendre un rôle qu'il n'occupe déjà pas d'habitude en jeu, mais en plus qui est peut-être pas en relation directe avec ce que sa personnalité exprime en tant que joueur. C'est-à-dire, moi qui aime beaucoup parler, par exemple, il fallait que j'incarne un personnage qui soit en retrait. Et donc laisser la prise de décision, laisser les discours à ceux qui étaient moins à l'aise dans l'exercice. Ouais, d'ailleurs un exercice qui était intéressant et pas facile, mais bon c'est normal, hein, sortir de ce qu'on est dans le quotidien et naturellement, enfin de nous en fait, sortir de ce rôle-là c'est jamais très simple. Et moi qui ai l'habitude de jouer des personnages peut-être un petit peu plus sur la réserve, ou en tout cas moins éloquents que les tiens, quand j'ai dû me retrouver à devoir justement essayer de guider un peu ce groupe avec du coup Mathias qui jouait un perso qui se mettait en retrait, mais bon il y a des moments ça déborde un petit peu quoi. Ouais, qui m'a dit putain, j'ai la réponse. Non, mais c'est très difficile en fait. Tu le voyais tout rouge dans le coin. Alors... Oui, c'est ça. Non, j'ai pas le droit. Non, mais c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours un tiraillement entre évidemment ce qu'on est en tant qu'individu et ce qu'on a décidé de jouer. Bon, voilà. C'est pas toujours très simple, mais c'est important de faire l'effort, ne serait-ce que pour des raisons de variété.
Donc voilà, on a tous ces rôles-là, les leaders, les suiveurs, le comique de la bande, le taciturne. D'ailleurs, on crache sur les taciturnes, mais souvent ça révèle un petit peu ça. Hein. Ça révèle les joueurs qui aiment pas trop se mettre en avant, qui ont un peu peur et donc qui pensent que la façon la plus badass de le faire, c'est en faisant au fond de la taverne. En faisant le haragor. Voilà, c'est ça. Le retour. Non, c'est juste qu'ils ont trop fumé, ils ont mal à la gorge, ils font. C'est ça. Un mot sur un sujet qu'on a beaucoup abordé sur l'épisode précédent sur les PJ, mais que je redis là parce que c'est important et ça influence nécessairement le groupe, c'est les intentions qu'ont les joueurs pour leur personnage. Tous ces moments où on veut pas que notre personnage perde la face, tous ces moments où on supporte pas que notre perso se fasse insulter, outrager ou perdre le moindre duel à l'épée, et donc on va être insupportable, bloquer les décisions du groupe parce qu'on voudra régler sa querelle personnelle en premier, bah là, bon, on va pas se répéter, mais c'est encore une projection d'un joueur sur son perso, et donc ça c'est à éviter parce que c'est le groupe directement qui en pâtit. Enfin, il y a ce fléau, parce que c'est quelque chose auquel on assiste régulièrement. Évidemment, notre état à l'instant T en tant que joueur va directement rejaillir sur la relation de groupe. Si je me suis engueulé juste avant la partie avec Grim parce qu'il a pris la dernière bière sans me prévenir, eh ben je vais être un peu grognon envers lui. Et il se peut que RP, je retranscrive ça, mon personnage se mette à agir vis-à-vis du sien d'une façon qui n'est pas coutumière pour les deux persos. Ni justifié d'ailleurs. Ni justifiée, absolument pas. Mais c'est des choses auxquelles on assiste très régulièrement. Pas que je pique la dernière bière sans prévenir. Si, ça arrive tout le temps. En Non. plus. c'est pas vrai. Non, mais on a déjà assisté, j'ai déjà assisté personnellement à des situations super tendues à cause d'éléments qui sont purement charpés. On s'est engueulé avant, on n'aime pas trop cette personne parce que ça peut aussi arriver. T'es dans un groupe, t'as été ramené ou on a ramené quelqu'un et peut-être que ce quelqu'un, déjà, t'es mal disposé parce que tu l'aimes pas trop ou cette personne ne t'aime pas trop. Et ça peut avoir des influences RP directes et c'est vraiment à bannir parce que ça fait complètement muter les relations de groupe d'une façon qui est, comme tu dis PL, parfaitement injustifiée. Il faut pas confondre la session de JDR en groupe, c'est pas le moment où on règle ses querelles personnelles et individuelles. Voilà, c'est ça. Sinon, on peut aussi trop favoriser quelqu'un. Enfin, il peut y avoir l'effet inverse. Oui. Mais c'est vrai que s'il commence à y avoir des querelles avant la session, je pense que le mieux, c'est juste de dire on va peut-être pas faire de jeu de rôle ce soir, on va juste prendre un verre tous ensemble et discuter. Voilà. Il vaut mieux ne pas pourrir la session de jeu en prenant la bonne décision, même si on vient tous de loin et qu'on n'arrive pas tous à se rassembler tout le temps. S'il y a une grosse tension avant de jouer, très bien, éliminons-la, faisons autre chose, ou chacun rentre chez soi, peu importe. Ou sinon tu joues au Uno et là tout le monde explose parce que c'est super relou. Mais... Voilà. Et là, Et au tu moins, c'est transformes la réglé. session en enfer. C'est ça. Non, mais il y a plein de comportements comme ça qui sont des comportements parfois moins extrêmes et moins agressifs, mais qui en fait sont complètement mortifères pour les relations de groupe. Je vais en citer quelques-uns. Il y a, évidemment, engueuler sans raison son PJ voisin, ou au contraire, ne jamais lui adresser la parole ou le moins possible, ne pas le regarder quand on parle. Ça, l'ignorer, quoi. Ne jamais l'aider quand il est mal, le rabaisser. Et ça, c'est des comportements qui sont... ils peuvent être justifiés, mais quelquefois ne le sont pas. Et surtout, ça révèle une puérilité un peu triste, quoi. Enfin, c'est vrai. C'est justement, si tu décides de faire du jeu de rôle avec des gens, il faut avoir au moins l'intelligence de te dire, ok, ce qui se passe dans le jeu, c'est différent de ce qui se passe à Charpé. Et puis, quand t'es adulte, tu réagis pas comme ça. Je suis d'accord avec toi. Tu te poses, tu réfléchis, ok, on s'aime pas, mais voilà, c'est juste une session et au pire, tu essaies de justifier ça, tu discutes en dehors du jeu pour dire, ok, écoute, moi j'aime bien jouer avec toi, mais par contre, Ouais. j'ai un souci avec telle personne, je pense que je vais pas pouvoir continuer sur cette campagne en particulier parce que ça va pas le faire, mais c'est pas grave et ça doit pas être un sujet de Discord, c'est juste Non. il faut avoir l'intelligence de dire ok, ça fonctionne pas comme ça fonctionne pas comme ça, C'est c'est pas rédhibitoire, quoi. Non, mais c'est ça, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, faut pas mettre ça sous le tapis, mais ça paraît évident, c'est vrai, tel que tu l'exprimes, mais en fait, bien souvent, on tombe dans le piège un petit peu inverse où on se dit, bon, on fout tout sous le tapis, on n'en parle pas, ça va aller mieux, et en fait, pas du tout, quoi. Les parties se suivent et se ressemblent et se tendent de plus en plus. Ouais. Bon, après, ça, c'est des principes de relations sociales. Parfaitement, mais le RP est Mais ça un principe influence, de relations sociales. D'ailleurs, ce n'est pas que l'apanage des joueurs, hein. Les MJ aussi peuvent tantôt favoriser un PJ plutôt qu'un autre parce que tu comprends, il aime mieux le joueur ou la joueuse et au contraire il aime pas trop l'autre et donc il le fout dans la merde en permanence. Je terminerai sur un petit cas qui quand même arrive régulièrement, c'est les joueurs qui débarquent en cours de route. Alors on a notre groupe qui est fondé depuis un moment déjà, les personnages ont déjà tissé leurs relations au gré des sessions, on en est à la 10e session et puis il y a un petit nouveau, une petite nouvelle qui vient se rajouter là. C'est quand même pas facile de choper le train en route. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour améliorer ça ?
pour éviter qu'un joueur débarque dans de mauvaises conditions. Ouais. Comme ce que j'ai pu voir avec Jimmy, je parle encore de toi, mais je pense que tu t'en souviens et on sait tous que c'était un peu un petit raté, mais quand un ami nous a rejoint dans une mini campagne The Elder Scrolls et qu'il s'est retrouvé débarqué tout nu, mais vraiment il avait que dalle, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, enfin du coup au moins on l'a pris on a été pris de pitié pour lui, on a essayé de l'aider quoi. Bah, c'est facile pour favoriser les relations sociales, ça. Moi, je trouve que. C'est bien. Au moins il avait rien Ouais. à cacher. Donc oui, voilà. Mais oui, on peut faciliter ça justement en incluant si les autres joueurs ont déjà fait beaucoup de sessions et qu'ils ont des persos avec un niveau élevé, du coup essayer d'équilibrer déjà les rapports de niveau ou de puissance en tout cas entre les personnages, de capacité. Je pense que c'est déjà une base. Ou si c'est prévu que la personne arrive justement à poil, faire un petit crochet dans la narration pour le remettre à niveau rapidement, juste peut-être pour l'effet comique, dire ok t'es tout nu et maintenant tu vas dans la pièce d'à côté et en fait Oui. tes affaires sont là, tu peux y aller. En fait, je pense qu'il faut quand même éviter d'inclure cette personne en faisant d'office la tête de turc ou le bisu du groupe, quoi. Donc tout de suite, si tu le fous en infériorité numérique, il connaît personne, il est à poil et il est désolé d'être là, c'est mal parti. Ouais. Bon, heureusement le joueur était déjà un ami, donc Ah d'accord. ça s'est bien passé. Bon, tant mieux. Et t'as des nouvelles de lui depuis ou... Oui, tout va bien. Il s'en est remis. Il a un peu pleuré quelques semaines, mais Grim le cruel. c'était pas moi le MJ. Du coup, moi je vais en arriver à une partie un peu plus synthétique de ce mix-là, justement, des rapports humains et des rapports à l'intérieur du jeu. Puisque c'est vrai que c'est une chose dont, en fait, c'est tout le but de cet épisode. Dans l'épisode précédent, on parlait du PJ, du joueur, du personnage joueur. Là, on parle du PJ au sein du groupe. Parce que comme on en a déjà parlé, on a un positionnement dans un groupe. Que ce soit RP ou HRP, on a toujours des rôles. Voilà, moi je sais que j'ai le rôle du mec qui va passer sa vie à contacter du monde pour essayer de sortir, parce que j'aime beaucoup voir des gens et être dehors, ce qui peut être passablement insupportable. Mais bon, Tu sais, nous, au bout d'un moment, on préfère plus rien dire. c'est pour ça que vous répondez plus à mes messages. Non, Pose-toi des questions. je ferme juste ma porte à clé et je me cache sous ma couette, mais ça va. Ouais, bon, non, mais je viens pas tout le temps toquer, heureusement. En tout cas, oui, il y a un positionnement au sein du groupe et donc même roleplay. Donc voilà, ce joueur réservé, ce joueur plus éloquent qui va avoir tendance à prendre le leadership. C'est vrai que comme on le disait plus tôt, c'est quand même bien d'en discuter, de verbaliser cette notion de leader, même si du coup ça doit aussi se décider un peu HRP, de dire moi j'aimerais bien jouer un perso qui se démarque et tout ça, même si faut faire l'effort derrière quand même de gérer le groupe. Ouais, et d'assumer un petit peu ce choix-là. Voilà, jusqu'au bout, quoi. faut quand même l'assumer jusqu'au bout, mais c'est bien d'avoir cette discussion-là. Parce que sinon, ça va souvent être les mêmes du coup qui vont prendre toutes les décisions, ceux qui arrivent le plus à s'imposer. Et c'est un petit peu dommage puisque justement on en parlait dans l'épisode précédent, mais le jeu de rôle c'est aussi sortir de sa zone de confort par moment. On n'est pas dans le JDR pour se jouer soi-même. Parfois il faut essayer de chercher à être en opposition avec ce qu'on est naturellement. C'est jamais facile. Je crois que le pire que j'ai ressenti, c'était avec le personnage de Godfrey, donc un noble. Je jouais un noble très imbu de sa personne et pas très gentil. Pas très gentil au point qu'il pouvait avoir des accès de violence en fait physique assez gênants. Et en fait, même moi, de le jouer, de l'interpréter, par moments, je me sentais pas hyper bien. Après, je me dis mais c'est quand même pas cool, même si ça reste purement fictif. C'est vraiment très agréable. Donc je pense qu'il faut pas non plus jouer des trucs qui nous mettent mal à l'aise. Non, mais c'est une exploration continue. Voilà, c'est donc ça. particulièrement quand on va vers des types de personnages qui sont, comme tu dis, à l'opposé de ce qu'on est ou de ce qu'on pense ou de nos valeurs. C'est vraiment une expérience à part entière que de se mettre dans ce mouvement de pensée-là qui n'est pas le nôtre. Donc forcément, on est tout le temps en train de réajuster. Mais bien sûr, si ça devient une purge, faut arrêter. Quoi. Ouais, c'est ça, faut pas que ça devienne désagréable. Et surtout, faut pas. Après, c'est par rapport. C'est pareil, on fait un peu de redite, mais par rapport à le fait de pas vouloir perdre la face, etc. Faut quand même pas non plus s'enfermer dans ses idées. Faut pas se bloquer et se dire non, moi j'ai raison, mon perso il a raison, mon perso il est comme ça, de toute façon il est très têtu. Faut quand même écouter les autres, écouter ce que chacun a proposé et jouer un personnage avec un caractère fort, c'est pas une excuse pour juste faire chier tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Ni pour mettre le groupe au pas, ils sont pas à votre service. Donc... Non, c'est pas le but. Et d'ailleurs, par rapport à ce positionnement, le positionnement dans le groupe RP peut parfois impacter, on va dire, les relations HRP. C'est assez drôle, mais par exemple, quand j'ai participé à une campagne Warhammer 40 000 qui a duré un peu plus d'1 an, quasiment 2, et en fait, quand je suis arrivé là-dedans, je connaissais uniquement le MJ.
Et donc je jouais un personnage qui était volontairement très timide et très peureux. C'était un peu son truc, c'était d'être un gros trouillard et d'être un couteau suisse humain aussi. Le mec savait tout faire. C'était une espèce d'ingénieur ultime à la fin, enfin avec une certaine quantité d'expérience. Mais c'était assez drôle. Et il y a une joueuse qui était vraiment la leader du groupe. Enfin, qui s'est retrouvée à avoir ce rôle-là de manière assez tacite pour le coup. Mais bon, on sentait que c'est elle qui prenait les décisions et on la suivait. Mais à côté de ça, elle restait toujours dans l'écoute des autres, des idées, etc. Et c'est assez drôle parce qu'en fait elle avait un peu pris ce parti d'avoir un personnage qui était un peu bourrin et qui avait pris l'habitude en fait d'avoir un comportement très protecteur avec mon personnage qui était justement lui plutôt chétif et assez trouillard. Et j'ai l'impression que dans la vraie vie, sans que ça en arrive à elle voulait me protéger de tout et n'importe quoi, mais dans la vie réelle, du coup, comme je la connaissais très très peu avant de commencer la campagne, quand on a commencé à discuter, à se connaître, il y avait quand même dans nos rapports, il y avait un côté un peu où je sentais qu'elle retrouvait un peu de mon personnage chez moi, je pense. Ouais, mais ça a créé un lien. Mais ça quelque crée part. un C'est lien. ça qui est bien. Autour de l'activité et de la relation entre les personnages dans un premier temps. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ça crée des choses assez drôles avec le recul. C'est pour ça aussi qu'il faut mettre en place au sein des sessions un environnement sain, justement faire attention à ce que tout le monde soit écouté. Et il faut faire... Faut aérer aussi. Ouais. Ouvrir les fenêtres. Comment ? Oui, c'est vrai. Il faut ouvrir les fenêtres. Bon, je sais pas si on est vraiment là-dedans. Déjà, je parle d'environnement. Tout à l'heure, on parlait de réserve forestière. Voilà, on est bien. Voilà, un environnement sain, c'est avant tout une belle forêt et de l'air pur. Donc pour pouvoir jouer au JDR, achetez-vous un lopin de terre. Ah, c'est ça. Non, mais en tout cas, faut faire, du coup, faut toujours faire attention aux différents types de groupes. Justement, on en parlait. La campagne où on a décidé de tous jouer des mages, déjà, c'était assez particulier. Enfin voilà, il y a toujours des prérequis dont on discute avec le MJ. Il y a une campagne qu'on avait. Alors, c'est devenu un one shot parce qu'on a fait qu'une seule session où on jouait tous des artisans sur une île que tu masterisais, Mathias. Ah bon ? Oui. C'est Dagger's Origins. Ah oui. Ah oui, grave. Oui, c'est vrai. Et il y avait ce truc de en fait vous avez tous des métiers, en fait vous êtes juste des habitants d'une île classique où il n'y a rien de particulier. Donc voilà, moi je joue un pêcheur parce qu'en plus c'est marrant parce que j'avais toujours voulu jouer un pêcheur, je sais pas pourquoi, mais j'étais super content de pouvoir le faire. Mais en tout Parce cas, que voilà. tu es trop sage dans la vie de tous les jours, tu voulais te confesser. Ouais, Alors c'est c'était ça. pas ce pêcheur là. Pauvre pêcheur. Ouais, non, j'étais vraiment dans le métier moi. Donc voilà, mais il faut s'assurer que tout le monde est d'accord avec les prérequis, qu'il y ait des discussions sur voilà, le scénar ça va ressembler à ça, est-ce que ça vous convient, essayer de voir aussi les sujets qui peuvent être abordés, il faut toujours faire attention à ça, hein. Bon, pour prendre l'exemple qu'avait balancé l'odieux connard dans un des derniers Casus Belli, il prenait l'exemple d'une personne qui a subi un accident de voiture très récemment, un accident un peu violent. Bon voilà, si jamais on joue à une session de Cthulhu et qu'on avait prévu de s'attarder pendant 2 heures sur une enquête qui tourne autour d'un accident de voiture, c'est peut-être pas forcément le moment de faire ça et c'est mieux d'en discuter avec la personne pour dire voilà, comment tu te sens par rapport à ce que tu as vécu récemment, est-ce que tu penses que ça peut passer, etc. C'est ce genre de choses qui assurent... Mais non, faut combattre le feu par le feu, tu le mets dans la voiture et voilà. Quelle horreur. Tiens, tu t'allonges là, s'il te plaît, tu allonges-toi. Ça y est, vous êtes des créateurs de traumatisme en fait, hein. Des créateurs de contenu et de traumatisme. Ouais, voilà, c'est ça, bien joué. C'est PL qui a commencé. Hein. Non, mais je pense qu'il faut toujours veiller à faire attention à ce qui va se passer dans la session quand même. Et même pour la création de personnages, justement, comment limiter le combo triple chiffonnier avec un barde. Ouais. C'est assez malheureux, mais il faut essayer de le gérer. Peut-être que ça débloque une capa spéciale. Ouais, ça ressemble à un nom d'attaque, tu sais, genre Triple chiffonnier. Tu fais quoi, tu les suis hyper fort, je sais pas. Voilà. Waouh. Tiens, l'environnement sain, on y est. Ouais. Non mais ça c'est des Pokémon à ce stade, je sais pas. Ou c'est un mauvais RPG. Vraiment. Non mais voilà, faut s'entendre, puis surtout on en parlait des prérequis vis-à-vis du scénario, mais il faut que le MJ fasse un peu attention aussi quand il a écrit son scénario, est-ce que les joueurs fassent pas forcément n'importe quoi. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que cette campagne où on a joué un mage assez mauvais dans son comportement, Ouais, on peut le dire. ouais, on peut le dire, Un un salaud, coupe-jarret, un voleur et un battleur. Donc une espèce de saltimbanque un peu, pareil, qui aimait bien piquer, vider les bourses de ses comparses. Hein. Complètement dérangé. Voilà, complètement dérangé. Ouais. Lui, pour le coup, il faisait peur à tout le groupe. Quand on s'est retrouvé à faire donc ces 4 truands
qui d'ailleurs mesuraient tous plus d'1m80, ce qui a donné le surnom des 4 grands salopards. Voilà, oui, c'est vrai. Et ben, ce groupe, du coup, il n'était pas du tout en adéquation avec le scénario qui était prévu pour des héros, et on l'a pas vraiment suivi et un peu cassé, mais on en parlera beaucoup plus dans l'épisode suivant. On l'a salopé. Ouais, on l'a salopé et c'était pas très sympa. Et du coup, pour tout ça, pour que tout soit bien, cet environnement, cette forêt soit saine et pas gangrénée par je sais pas encore quoi. Alors la corruption. Par la corruption, oui. Ou la déforestation. Ouais, par des champignons chaotiques, non pas du tout. C'est ça la corruption. Pour éviter que cette forêt soit flinguée, il faut discuter. Voilà, c'est la grande leçon du jour, j'ai l'impression. Parler aux arbres, ils se porteront mieux. Alors, je pensais plus entre les gens, mais on peut parler aux arbres aussi. À première vue, c'est bon pour les plantes de leur parler. D'ailleurs, la plante qui est là-bas, là, je vais bientôt aller avoir une petite discussion avec elle, je pense. Ouais, parce qu'elle a pas l'air d'aller fort, la pauvre. Non, c'est ça, là, elle fait un peu la gueule. Mais qu'est-ce que tu dis de ma coriandre? Elle est très bien. Non, c'est vrai, elle est très jolie. Non, il faut discuter entre nous et surtout voilà, se mettre au point. Et même dans les sessions, justement, c'est à travers le dialogue que chaque personnage en fait va trouver sa place au sein du groupe. Et il faut savoir aussi bien donner du temps de parole que le prendre. Donc faut toujours faire attention à ce que disent les autres et faut pas justement gueuler moi je fais ça alors que le MJ a pas fini de parler ou que les autres essayent d'interagir. Il y a des solutions pour ça. Bon, généralement c'est vrai que le MJ se retrouve avec ce rôle d'arbitre, donc il faut faire attention aux joueurs qui parlent trop fort et généralement essayer de calmer un peu le jeu, quoi, ou au moins de s'expliquer avec ces joueurs là, de leur dire bon attention là tu te mets un peu trop en avant. Si jamais ça devient difficile à gérer, moi ce que j'applique comme méthode en tant que MJ, c'est plutôt que de commencer à rembarrer un joueur ou de couper court à ce qu'il est en train de dire ou de gueuler ou de râler, ce que je vais avoir tendance à faire c'est appliquer un principe de round pendant les discussions. Comme dans un combat au milieu de la session, voilà, il y a des rounds, chacun agit à tour de rôle. Bah là, pareil, pendant les dialogues, je vais regarder un joueur et je vais dire ok, tu fais quoi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as envie de faire, et puis ensuite je vais me tourner vers le joueur suivant, et si jamais, et c'est vraiment pour que tout le monde puisse agir de manière équitable. Voilà, si un joueur décide qu'à ce moment-là il ne fait rien ou il fait un truc qui le met un peu en repos, évidemment il va prendre un petit peu moins de place que les autres, mais ce qui est normal. Bon, s'il dit mon personnage va se coucher, voilà, on peut plus faire grand chose à part dire ah bah là tu te retournes 3 fois, tu ronfles un petit peu pendant 5 minutes et puis tu t'es gratté le nez et puis ça va mieux. Du coup tu te prends un coup de marteau au loin parce que le mec te dit ta gueule. Ouais, non, là ce serait un peu gratuit. Alors, oh là là, j'adore retrouver ces passages-là dans mes notes quand je vois qu'il faut retrouver son caractère ingénu. Merci. Merci PR, c'est si beau. Non, mais c'est vrai qu'il faut jamais prendre pour acquis tout ce qu'on a vécu jusque-là et bien réapprendre justement à recôtoyer ces personnages en fait qu'on retrouve à chaque session et pas se dire ah ouais lui à la campagne précédente il jouait un personnage qui était hyper méchant, du coup là déjà je vais me méfier un peu de tout ce qu'il fait et tout. Non, c'est pas forcément, enfin voilà, tout ne se répète pas en boucle. Et puis enfin je vais juste faire une petite aparté sur les jeux OSR, donc c'est un acronyme pour Old School Renaissance, donc c'est les jeux qui ont commencé à être créés vers le milieu des années 90 si je dis pas de bêtises. Des jeux qui ont commencé à être faits par des joueurs de Donjons et Dragons V1 généralement, qui en voyant les versions 3, 3.5, 4 ont commencé à se dire, bon 4 c'est arrivé plus tard, mais qui ont commencé à se dire non mais Donjons et Dragons c'était quand même vachement mieux avant, et mais j'aimerais bien voir des nouveaux jeux sortir quand même, et l'idée c'était soit de reprendre les mécaniques de Donjons et Dragons mais de les réadapter, parfois de les moderniser un petit peu quand même, mais de retrouver vraiment ce côté dungeon crawler, donc voilà, on rentre dans un donjon et on va aller traverser tous les étages jusqu'à aller péter le boss de fin, le maître du donjon. Donc c'est des styles de jeu qui sont généralement moins axé sur le roleplay et plus sur l'action, sur voilà, c'est beaucoup de scènes de combat, de traversées, de pièces, etc. Dans ces jeux-là, il faut quand même faire attention au groupe, faire attention aux autres, parce que justement, même pour le MJ, quand il prévoit un donjon, si jamais dans le groupe, il y a un paladin qui a du coup des super capacités pour détruire des démons et des morts vivants, et que là, tu dis, en fait non, dans mon donjon, il n'y a que des orques et des gobelins, tes pouvoirs, ils servent à que dalle, c'est un peu dommage quand même. Ça peut être une difficulté à assumer, mais si c'est juste pour punir les joueurs sur leur choix de classe et de rôle... Oui, c'est ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est aussi, enfin en tout cas c'est aussi un style de jeu qui entre en compte. Et donc, pour conclure cet épisode sur le groupe, nous avons 4 points à retenir, nos 4 points de conclusion à retenir sur le groupe. Bon déjà, premier point,
La rencontre n'est pas un moment à négliger, c'est un moment crucial. Il faut le préparer, il faut que ce soit quelque chose de pensé, sans que ce soit scripté, hein. On n'est pas non plus dans un jeu vidéo. Et puis justement, on construit une histoire à plusieurs, mais il faut quand même vraiment réfléchir ce moment-là, c'est très important. Le deuxième point, c'est que on joue pas tout seul, hein. On joue avec des gens, il faut quand même garder ça en mémoire. Et sans forcément s'en rendre compte, on peut parfois devenir une présence écrasante, et faut essayer d'y veiller. Puis faut, même pour les gens qui remarquent ça chez un autre joueur, faut quand même essayer d'en parler, d'en discuter. Donc ça rejoint un petit peu mon troisième point, qui est de faire attention à la place qu'on veut occuper au moment où on crée notre personnage, où on se dit je veux être un leader, et celle qu'on occupe réellement. Donc en fait on est ultra taciturne et on essaye de faire comme Aragorn, mais pas le Aragorn roi du Gondor, non, le Aragorn au début quand il parle pas beaucoup et qu'il est dans un coin dans la taverne. Pour être le leader d'un groupe, ça va être compliqué. C'est pas très cohérent. Et enfin, il faut favoriser le dialogue, il faut créer un espace de discussion sain. Avant d'être un groupe de personnages, on est un groupe de joueurs. Et il faut parler aux plantes. Non. Enfin, t'as le droit si tu veux, si ça te fait plaisir. Il est tout chelou, ce mec. C'est vraiment bizarre. Bon, vous avez vu l'heure ? Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin, un contenant quelconque. Et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement et en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas ? Toujours. Carrément. Alors, le random tip. Eh bien, à l'instar du Saint-Duo bière-saucisson, fameux pack de bienséance de la soirée JDR, il est de bon ton de lâcher quelques PO pour financer alcool et bectance et ainsi assurer une cohésion de groupe inébranlable. Ouais, d'ailleurs, je crois que j'ai lâché 0 PO en venant ici. Moi, j'ai jamais lâché le moindre PO. Même pas quand t'avais ramené une baguette de pain, je crois. Ouais, mais il était rassis, hein, c'est pour ça que j'ai ramené. Ah, ok. Ah, mais c'est pour ça que j'ai perdu des dents sur le train entre-temps. Bon, j'arrive avec mon pro type, tout mignon, tout doux. Un peu comme toute ma partie sur cet épisode d'ailleurs. Les bastons entre joueurs, ça peut être rigolo, mais bon, faut quand même savoir les jauger. Parce que s'acharner sur un seul personnage, c'est jamais très bon. Peu importe les actions qu'il a au cours du jeu, faut faire passer le dialogue en amont, même quand on joue un gros barbare. On n'est pas là pour victimiser des gens, ok ? Mais je sens qu'il y en a un que ça énerve là. Je bouillonne à l'autre bout de la table, et oui, c'est l'heure du Angry Tip, bordel. Et moi, j'ai une petite pensée pour les gros malins qui sont toujours persuadés qu'ils sont en train de jouer tout seuls. Si, là, ceux qui parlent plus vite et plus fort que tout le monde. Ceux qui disent je fais ça, alors que le MJ n'a même pas terminé sa phrase. Vous êtes pas en train de soloter le donjon bouffe pour drop des cornes, bordel. Alors vous allez vous calmer, baisser d'un ton et écouter ce que vos compagnons ont à dire. Et le MJ, là, faut pas les laisser sévir, ce genre d'individus. Punissez-les bien comme il faut, merde. Mais toi, baisse d'un ton. Oh. Non, Ouais. toi, baisse d'un ton. Non, Oh. non, vous baissez d'un ton. Oh, Oh. Eh ben c'est nickel, on est bon ? Fini. Nickel. Tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chiviers et les bannières, et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec échec critique. Salut. Salut. Ciao.